Bonsoir Thomas, bonsoir Étienne, on va s'installer. Alors, ton micro et le tien. Alors, d'abord, bonsoir à toutes et à toutes, et bonsoir à Étienne Klein. Donc, comme l'a rappelé Jean-Noël, vous êtes un habitué du Lazaret, et vous êtes un petit peu la rockstar du Lazaret avec votre style incomparable. Et je suis très heureux de vous présenter ce soir, parce que j'ai déjà pu assister à quelques-unes de vos conférences ici au Lazaret, et toujours avec le même émerveillement, et la même soif de savoir. Et je pense que ça sera également le cas ce soir. Alors, vous êtes physicien, directeur de recherche au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière à Saclay. Vous avez dernièrement participé à la conception du LHC, le grand collisionneur de particules, et vous avez enseigné la physique quantique, la physique des particules à l'École centrale de Paris. Vous êtes également professeur en philosophie des sciences. Donc, l'un de vos domaines de prédilection, c'est la question du temps en physique. Vous avez consacré plusieurs ouvrages au temps, et vous y mêlez un questionnement physique, mais aussi philosophique. Vous avez animé également des chroniques à la radio, sur France Culture, et publié de nombreux ouvrages de vulgarisation, donc seul ou avec des camarades scientifiques. Les derniers en date étant Les secrets de la matière, Y a-t-il eu un instant zéro, et aussi En cherchant Majorana, le physicien absolu. À côté de vos préoccupations physiques, philosophiques, vous avez également une passion pour les anagrammes, que vous maniez avec beaucoup d'habileté et de poésie. Et ma première question, ce serait pourquoi cette passion pour les anagrammes, que je qualifierais de petites expériences du langage, lors desquelles rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Bon, merci Thomas pour cette présentation. Bon, Thomas, je me souviens de vous, je vous ai rencontré en effet au Lazaret à plusieurs reprises. Bon, je sais que vous avez intégré l'École normale supérieure de Paris, à la rue d'Ulm. Et à chaque fois que je vois un normalien, surtout jeune, ça me remémore cet oral de chimie à l'École normale supérieure où j'ai eu une note éliminatoire parce que je ne comprenais pas les mots qui étaient dans les questions qu'on me posait. Et donc je suis plein d'admiration pour vous. Voilà. Et en même temps de jalousie. Alors, les anagrammes, bon, c'est juste un jeu. On prend les lettres d'une phrase, d'un mot, et on les change. J'ai un ami qui s'appelle Jacques Prisalkov qui est vraiment très très doué pour les trouver. Moi, je me contente d'anagrammes assez simples. Mais pour l'anecdote, ici au Lazaret, il s'est passé quelque chose d'assez important avec les anagrammes. Il y a quelques années, je ne sais plus quand, en 2011, peut-être, Alain Cohn est venu. Et après sa conférence qui portait sur les géométries non commutatives, on a dîné avec lui et en fait, Alain Cohn n'avait pas fait le rapprochement entre les géométries non commutatives, c'est-à-dire le fait qu'on peut créer des géométries dans lesquelles ce sont les relations de commutation ou d'anticommutation entre des opérateurs qui définissent la structure géométrique, et les anagrammes. Or, s'il y a des anagrammes, c'est précisément parce que les lettres dans un mot ne commutent pas. Si on change la position des lettres, on change le mot, son sens, et en général, on tombe sur un mot qui n'a pas de sens. Donc, et le fait qu'il ait compris là que les anagrammes avaient à voir avec la non-commutativité, que la non-commutativité est ce qui est fondamental en physique quantique, ça l'a mis dans un état de transe incroyable. Et il est parti le lendemain à Venise, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il est parti à Venise avec sa femme, et 6 mois plus tard, il a écrit un livre qui s'appelle Le Théâtre quantique, dont le sous-titre énigmatique est L'horloge des anges ici-bas. Et oui, parce que je lui avais dit, à ce dîner, que l'anagramme du boson scalaire de Higgs, particule qu'on venait de découvrir, c'était l'horloge des anges ici-bas. Et du coup, voilà. Donc il y a un livre qui est né au Lazaret. Donc vous aimez beaucoup ces jeux avec le langage, mais vous aimez aussi la littérature, la philosophie, comme je l'ai dit. Et une autre question, ce serait quel plaisir vous avez à mélanger les lettres et les sciences dans vos ouvrages, mais aussi mélanger la philosophie et la physique. Qu'est-ce que ça vous apporte
est-ce que vous pensez que c'est indispensable aujourd'hui pour un scientifique d'avoir des connaissances en philosophie des sciences, ou est-ce que c'est seulement un plus? Bon, d'abord, je crois pas que je les mélange. Moi, j'ai pas beaucoup de compétences en philosophie. Hein. Simplement, je regarde à propos de questions que la physique peut toucher, dans quelle zone de la philosophie ça peut avoir une incidence. Si on prend la question du temps, par exemple, évidemment, il y a des philosophes qui ont élaboré des systèmes sur l'espace, sur le temps. Il y en a même qui sont tellement convaincants qu'on pourrait croire qu'ils sont vrais définitivement. Mais la physique aussi s'est appropriée la question du temps. Avec Newton, avec Einstein, et de temps en temps, c'est intéressant de voir en quoi ce que les physiciens comprennent fait écho ou non à ce que les philosophes ont eux-mêmes pensé. Et donc c'est un travail très local, si vous voulez. Et sinon, c'est un peu comme quand vous êtes dans le massif du Mont Blanc. Il y a des endroits où vous ne savez pas si vous êtes en Suisse, en Italie ou en France. Alors maintenant qu'il y a des téléphones, on peut voir si le réseau est français, italien ou suisse. Mais avant, on ne savait pas trop. Moi, je ne savais pas où serait la frontière. Donc, parfois, j'étais à un endroit, je ne savais pas si j'étais en France ou ailleurs. Et je pense que quand on prend une question et qu'on veut la traiter, on peut mobiliser des disciplines sans savoir si elle relève de la physique, de ce qui est périphérique à la physique, de ce qui est métaphysique. Et c'est parce qu'on ne voit pas les frontières qu'on les traverse, en fait. Et ceux qui les voient trop précisément me sont suspects. Voilà. Et du coup, une dernière question pour moi. Le titre de votre conférence, c'est « La physique ou la danse avec l'impossible ». C'est un titre très poétique, énigmatique, presque paradoxal, mais j'aimerais vous demander, aujourd'hui, avec toutes les difficultés budgétaires, économiques qu'on connaît, les poids administratifs, la multiplication des procédures, est-ce que c'est devenu impossible de faire de la physique? Alors, avant de répondre à la question de Thomas, qui est très pertinente, je voudrais savoir... poser la question à Jean-Noël, qui a inventé ce titre? Est-ce que c'est moi qui l'ai proposé ou est-ce que c'est toi qui l'as... Non, non, pas du tout, c'est moi. Oui. Bon. Dans un moment d'égarement. Donc dans un moment dont je ne me souviens pas, qui devait être assez... Bon. Non, mais évidemment qu'on peut faire de la physique aujourd'hui, mais Marc l'a rappelé, le prénom de notre ami Testard, Jacques Testard l'a dit aussi. Entre la façon de faire la physique des années que j'ai connues au début, 80, 90, et aujourd'hui, il y a eu un changement considérable. Avant, on appartenait à des organismes comme le CNRS ou le CEVA pour la France. Il y avait des objectifs qui étaient assignés à ces organismes, et ensuite l'argent donné par l'État était distribué sur les équipes qui, du coup, ne s'occupaient jamais de budget. On faisait simplement les expériences ou les travaux qui étaient réclamés par soit le CEA lui-même, pour mon cas, soit par le gouvernement, soit parce que les chercheurs avaient envie de faire telle ou telle recherche. Aujourd'hui, on a complètement changé le système et aujourd'hui, les équipes doivent proposer des projets qui sont financés par des agences. Et donc, c'est un travail très différent. Donc, on peut évidemment toujours faire de la physique, mais ça n'est plus de la même façon qu'avant. Et on peut être plus ou moins bien adapté à cette nouvelle façon de faire. Voilà, pour terminer et te laisser la parole, le titre, donc la physique ou la danse avec l'impossible. À propos de danse, je tiens à signaler que Étienne est un fan des Rolling Stones, donc ne vous étonnez pas si on va peut-être avoir une version rock'n'roll de la physique et de ses rapports avec la danse de l'impossible. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est comme ça qu'on l'aime en même temps, et c'est comme ça qu'on l'attend. Merci. À toi la parole. Bon, bonsoir à tous, je suis ravi d'être à nouveau au Lazaret. J'étais absent l'an dernier et c'est vrai que ça m'a manqué. Je passe en dernier. Tout ce qui devait être dit sur cette question de dire non l'a été brillamment par mes collègues, notamment s'agissant des sciences, par Marc Lachaiseray qui a beaucoup parlé d'Einstein, par Didier Sicard, par Jacques Testard. Et par la force des choses, je me trouve dans l'obligation de traiter la question du dire non en faisant un pas de côté afin de pouvoir compléter ce qui a déjà été dit et par là même trouver quelque chose à vous dire. Alors mon point sera le suivant, et j'essaierai de le tenir aussi longtemps que je pourrai. Il est de dire que la question du dire non
à avoir avec la question de l'impossible. Parce que dire non, c'est nommer ou désigner, ou bien simplement faire ressentir ce à quoi on juge qu'il est impossible de dire oui. Et les raisons de cette impossibilité de dire oui, et donc de dire non, peuvent être des raisons théoriques ou pratiques, elles peuvent être morales ou logiques, elles peuvent être subjectives ou objectives, elles peuvent être complexes ou évidentes. Alors quand je dis évident, je veux dire évident au point de ne pas pouvoir être explicité. Boris Cyrulnik nous a parlé avant-hier de ce qu'on appelle les justes, qui ont fait ce qu'ils devaient faire sans pouvoir dire pourquoi ils devaient le faire, tant la chose relevait à leurs yeux de l'évidence. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire, dit le juste, il n'y a pas à disserter davantage, point final. Et donc mon propos, pour tourner autour de cette question de l'impossible, va se dérouler en deux temps. Je voudrais d'abord évoquer un personnage d'envergure, un personnage que personnellement je trouve fascinant, qui est assez peu connu, mais qui a dit non et a nommé l'impossible sans la moindre hésitation. Ses raisons étaient pour le coup à la fois évidentes, morales et logiques, ce qui donne à son itinéraire, à sa trajectoire, qui a été tragique à la fin, une grande cohérence, une cohérence analogue à celle qu'a évoquée hier soir Jacques Testard. On pourrait même dire que dans le cas de ce personnage, la morale et la logique se recouvraient même, ou se confondaient. Alors ce personnage était un philosophe des mathématiques, en fait aussi un mathématicien, un philosophe à la morale d'acier, si on peut dire, et pour lequel on ne peut pas dissocier la profondeur de ce qu'il a compris en tant que philosophe et la grandeur de ce qu'il a fait en tant que combattant. Son œuvre est en l'occurrence inséparable de l'homme qu'il fut. Elle est ce par quoi, au cœur d'un terrible décor historique, il a puisé une force essentielle pour se hisser au niveau de ses devoirs pratiques. Ce sont ses propres termes. Et dans un second temps, j'évoquerai le lien qu'on peut percevoir entre la physique et l'impossible, et donc d'une certaine façon, avec le fait de dire non, non, ce n'est pas possible. Alors je commence par le commencement, c'est-à-dire par le premier moment que j'ai évoqué. Il y a à peu près, exactement 71 ans, le 17 février 1944, un homme était fusillé par les Allemands dans la citadelle d'Arras. Il venait d'avoir 40 ans et il s'appelait Jean Cavaillès. C'était un philosophe logicien remarquable, mais aussi un combattant téméraire, un résistant, un chef de réseau, un homme d'action et même de coup de main. Ce major de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, vous le connaissez peut-être si vous avez vu le film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle L'Armée des Ombres. C'est lui qui a inspiré le rôle qui est joué par Paul Meurice, qu'on voit dans une scène où il rend visite à Lino Ventura, qui est un résistant qui lui-même s'est échappé de prison et qui est caché dans une ferme isolée. Jean Cavaillès fit sauter des ponts, il fit sauter aussi des transformateurs, des trains, des usines, et même une partie de la base de sous-marins allemands qui était basée à Lorient. Il fut, pour reprendre les mots d'un autre philosophe, Georges Canguilhem, qu'il avait bien connu, il fut, je cite, un philosophe mathématicien bourré d'explosifs. Et le mot explosif ici est à prendre au sens propre et au sens figuré, car sa pensée, elle était elle aussi radicale. Selon lui, la tâche de la philosophie est de substituer au primat de la conscience vécue ou réfléchie le primat du concept. Or, à l'époque, ce problème, faut-il pencher pour une philosophie de la vie ou pour une philosophie du concept, était devenu central dans la philosophie française. Il allait d'ailleurs ouvrir sur la question du sujet, puisque le sujet, étant à la fois un corps vivant et un créateur de concepts, représente la part commune de ces deux orientations. Il est d'une part interrogé quant à sa vie subjective, sa vie organique, mais il est d'autre part interrogé quant à sa pensée créatrice, sa capacité d'invention, sa capacité d'abstraction. Il n'est donc pas étonnant que ce rapport entre corps et idée, entre vie et concept,
et fait débat au cœur de la philosophie, notamment française, autour de figures tutélaires telles que Bergson d'un côté et Brunswick de l'autre. Et à propos de cette question, Cavaillès a clairement choisi son camp, comme il le fera toujours. À ses yeux, la philosophie ne doit pas se couper de la science et elle ne doit pas se couper de la raison. Elle doit à tout prix refuser le déclin de la preuve pour devenir la fille de la rigueur. Elle s'apparente, dit-il, davantage aux mathématiques qu'à la littérature, ce qui constitue là sans doute un point de désaccord que Cavaillès aurait eu avec Alain Finkielkraut. Pour Cavaillès, philosopher, c'est démontrer et non pas faire des confidences sur sa subjectivité propre. C'est une affaire de concept plutôt que l'épanchement des états d'âme de l'intellect ou des tourments du cogito. La recherche de la vérité, dit-il, implique qu'on s'oublie un peu. Il est né le 15 mai 1903, il est issu d'une longue lignée huguenote du sud-ouest, il est fils d'officier, et on verra que ce n'est pas un détail, et il est élevé dans les valeurs du patriotisme et de la rigueur protestante. C'est un élève brillant, il poursuit ses études au gré des affectations de son père, études primaires et secondaires à Mont-de-Marsan, puis à Bordeaux, puis en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, mais il supporte mal les classes préparatoires, il démissionne, et il prépare le concours d'entrée de l'école normale supérieure en candidat libre, et en 1923, il est reçu premier à ce concours d'entrée. En 1927, il est déjà titulaire d'une licence de mathématiques, et il devient agrégé de philosophie. Il accomplit l'année suivante son service militaire comme sous-lieutenant dans une unité de tirailleurs sénégalais, et il séjourne ensuite à plusieurs reprises en Allemagne, où il observe et analyse très lucidement la montée en puissance du régime nazi dès 1932, et en collaboration avec la mathématicienne allemande Emmy Noether, il publie la correspondance passionnante qu'ont échangé Richard Dedekind et Georges Cantor à propos de l'infini, ou des infinis plutôt. Et en 1937, il revient à Paris pour soutenir à la Sorbonne deux thèses, l'une qui est intitulée « Méthode axiomatique et formalisme » et l'autre intitulée « Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles » sous la direction de Léon Brunswick, que je citais tout à l'heure, et il devient du même coup maître de conférence à l'université de Strasbourg. Au moment où le groupe Bourbaki, que vous connaissez sûrement de nom au moins, commence à élaborer un nouveau mode de pensée mathématique, lui nourrit l'ambition d'arracher la philosophie des mathématiques à l'à peu près historique. L'à peu près, le flou, le compromis, voilà tout ce qu'il déteste. Il est mobilisé, comme beaucoup d'autres, en septembre 1939, comme officier de corps franc, puis officier du chiffre au ministère de la Guerre. Il est cité à deux reprises pour son courage au combat, mais il est fait prisonnier le 11 juin 1940 en Belgique. Il s'évade aussitôt pour rejoindre Clermont-Ferrand. Il rejoint en fait l'université de Strasbourg qui s'est déplacée à cet endroit-là, qui s'est repliée dans le sud. Et dès qu'il rejoint cette université de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand, un haut responsable de l'université lui déclare « Mais Cavaillès, je ne peux pas vous embaucher, vous avez déserté ». Comme si l'acceptation résignée de la captivité était une obligation militaire ou un impératif moral. Parallèlement à son activité d'enseignement, il fonde avec Lucie Aubrac et Emmanuel Dastier de la Vigerie le mouvement de résistance Libération Sud. Il contribue également à la fondation du journal Libération, enfin celui de l'époque. En 1941, il est nommé professeur de philosophie des sciences à la Sorbonne. Il participe alors en zone nord à la résistance au sein du mouvement Libération Nord et il s'en détache pour fonder en 1942 un réseau de renseignement qui s'appelle Cohort. Et à ce propos, tous ses camarades de clandestinité ont dit la même chose par la suite. Ils ont dit ceci: Cavaillès est entré en résistance non par fidélité à un parti, non par fidélité à une ligne politique, ni même par devoir moral, mais par logique. Il est entré en résistance par logique.
marqué par Spinoza, il jugeait en effet que le sujet est de peu de poids vis-à-vis de la nécessité dans laquelle il peut se trouver pris. La lutte contre l'inacceptable était inéluctable, donc nécessaire. Il fallait dire non, un point, et c'était tout. Pas de discussion, on dit non. Et par lutte, il ne fallait pas entendre l'indignation chuchotée dans les couloirs, il ne fallait pas entendre non plus le porte-à-porte patriotique ou l'alimentation des boîtes aux lettres en tracts vengeurs. Par lutte, au sens de Cavaillès, il fallait entendre le combat, les armes à la main, c'est-à-dire la lutte armée, et non pas la théorie en chambre. Évidemment, il est arrêté, il est emprisonné à plusieurs reprises, il s'évade à chaque fois, parfois dans des conditions absolument incroyables, notamment de la prison de Fresnes. Il s'évade à chaque fois, sauf la dernière. Il ne renonce jamais, ni à l'action la plus subversive, ni à la réflexion la plus abstraite. Car pour lui, les deux avancent de concert, se tiennent ensemble. L'action ne découle pas de la réflexion, l'action précède la réflexion. La pensée n'est pas représentation, elle est un processus, un cheminement, un enchaînement de concepts. Cavaillès se trouva comme porté par l'obligation d'une guerre à outrance, signifiant pour lui un engagement à la fois total et détaché, propre à allier action concrète et activisme intellectuel. En 1942, loin des livres, dans la solitude héroïque d'une prison, il écrit un ouvrage qui s'intitule « Sur la logique et la théorie de la science ». C'est un ouvrage que vous pouvez acheter encore aujourd'hui, qu'il a écrit sans utiliser d'autres livres. Et quand il voulait mettre la référence d'un texte, il mettait une référence en bas de page sans indiquer la référence exacte. Et lorsqu'il s'est évadé, il est allé dans des bibliothèques pour trouver les bonnes références. C'est un livre qui fut publié après la guerre, en 1947, et qui a ébranlé la scène philosophique par sa puissance. Alors Marc Lachaiseray me disait tout à l'heure que son propre père, à Lyon, a accueilli pendant quelques jours, quelques nuits, et caché Cavaillès après l'une de ses évasions, je ne sais pas laquelle, j'ai pas pu citer la date, il s'est évadé 5 fois, hein, donc c'est pas forcément très précis. Alors, scène de l'oppression lui a fait avoir toutes les audaces. Il disait, là où est le danger, là doit être le chef. Il fut arrêté par la Gestapo en août 1943, torturé, condamné à mort et exécuté 5 mois plus tard, en février 1944. Et lorsque ces juges allemands lui ont demandé d'expliquer ses mobiles, comment un intellectuel comme lui pouvait manier l'explosif? C'était ça la question. Un intellectuel doit condamner la violence. Il a répondu ceci, ça a été rapporté par sa sœur. Il a dit qu'il était fils d'officier, qu'il avait appris de son père à aimer son pays et qu'il avait trouvé dans la continuation de la lutte un apaisement à la douleur de la défaite. Fin de citation. Il dit aussi qu'il avait été un grand admirateur de l'Allemagne. Il a expliqué combien il aimait l'Allemagne de Kant et de Beethoven. Et développant sa position, il expliqua à ses juges que lui réalisait dans sa vie la pensée de ses maîtres allemands. En somme, il expliquait à ses juges qu'il était plus fidèle à l'esprit allemand qu'eux-mêmes. Il s'exprimait en définitive comme quelqu'un que ses références philosophiques avaient conduit par la voie la plus directe et sans le moindre déchirement à la même conclusion inévitable que celle qui lui avait été proposée d'un autre côté par ses origines, par son éducation, par son tempérament de lutteur, qui ne pouvait accepter le fait de l'humiliation et de l'oppression. Pour ceux qui découvrirent le cadavre de Cavaillès dans une fosse commune, il était simplement l'inconnu numéro 5. L'inconnu numéro 5. Ses bourreaux n'avaient sans doute pas à l'esprit que pour un mathématicien, être appelé l'inconnu, cette chose que les mathématiques permettent de réduire calmement par le calcul, c'était un titre de gloire et une assez belle épitaphe. Alors si j'ai choisi de parler de Cavaillès, c'est justement parce que dans son choix, qui a été immédiat,
il mélange la logique et la morale. Et je pense que c'est un cas assez singulier, c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre en avant. Et d'ailleurs, quand Georges Canguilhem a prononcé un discours à l'occasion du transfert de son corps à la Sorbonne, il a dit ceci: « D'ordinaire, pour un philosophe, écrire une morale, c'est se préparer à mourir dans son lit. Mais Cavaillès, au moment où il faisait tout ce qu'on peut faire quand on veut mourir au combat, composait, lui, une logique. Il a donné ainsi sa morale, sans avoir à la rédiger. » Fin de citation. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur Cavaillès. Et je dois aussi, dans la suite de mon intervention, parler un petit peu de Majorana. Je ne comptais pas le faire, mais il se trouve que des gens m'ont écrit en me disant, bah voilà, le sujet c'est dire non. Majorana, il a dit non, donc vous devez parler de Majorana. Et en fait, non, parce que Majorana, il n'a pas dit non. Majorana, c'est un physicien italien, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est né en 1902, donc à peu près en même temps que Cavaillès. Physicien surgénial, qui a beaucoup travaillé sur la mécanique quantique, qui a compris avant tout le monde qu'on venait de découvrir le neutron dans le noyau, qui a fait la première théorie de l'interaction nucléaire, en même temps que Heisenberg, hein, qui est le personnage dont parle Jérôme Ferrari dans son livre Le Principe. Mais Majorana a 31 ans, donc en 1938, il a choisi de disparaître. Et il a mis en scène sa disparition dans des conditions assez mystérieuses. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Mais en 1975, un romancier sicilien qui s'appelle Leonardo Sciascia a publié un livre qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle La disparition de Majorana. Et ce livre a été écrit par Sciascia 3 ans avant son fameux livre sur Aldo Moro, qui s'intitule L'affaire Moro. Et l'intérêt de Sciascia pour Majorana n'avait rien d'anodin. Il effectuait son enquête à une période où l'Italie connaissait de grands troubles politiques. Or, la brève carrière de Majorana s'est déroulée en Italie, à Rome, un peu à Naples, et en Allemagne, à Leipzig, avec Heisenberg, justement, au moment où des régimes totalitaires se mettaient en place. Et l'enquête de Sciascia porte essentiellement sur les derniers jours de Majorana avant sa disparition, et sur les raisons de sa disparition. Et l'hypothèse qu'il formule dans ce livre est la suivante. Majorana aurait eu l'intuition des dangers des découvertes récentes de la physique, notamment de la physique nucléaire, et il a choisi de se dérober à leurs conséquences. Sa disparition a été une abdication, dit Sciascia, une sorte d'échappatoire qui lui a permis de s'extraire du torrent atroce qui allait bientôt ensanglanter l'histoire. Et le thème central du livre de Sciascia, c'est donc la responsabilité du chercheur, l'attitude qu'il devrait avoir lorsqu'il envisage les applications mortifères que pourraient avoir ses propres découvertes ou celles de ses collègues. Plus précisément, Sciascia défend l'idée que Majorana a disparu parce qu'il avait anticipé l'usage militaire de l'énergie nucléaire dès 1938. Il aurait entrevu la fission de l'uranium avant sa découverte. Il aurait entrevu ses applications militaires, il aurait entrevu l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, la dévastation, les brûlures, les flammes, l'épouvante, et cette perspective l'aurait agité au point de fissurer sa conscience. Bon, c'est une interprétation qui est séduisante, parce qu'elle transforme Majorana, qui est déjà marqué comme étant un surgénie, en un visionnaire extra-lucide, à l'âme rendue ombreuse par le cauchemar qu'il aurait préfiguré. Majorana serait une sorte d'incarnation anticipée d'Oppenheimer, le père scientifique des bombes américaines Little Boy et Fat Man qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki, comme si toute sa personnalité devait être pensée à la lumière noire des événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais, et ce sera un peu trop long de le démontrer, c'est une interprétation qui ne résiste pas à l'épreuve de l'histoire des sciences ni de l'histoire tout court. Majorana n'a pas pu entrevoir les flammes terribles d'Hiroshima et de Nagasaki. On peut imaginer même qu'il ait envisagé la fission, alors même que la fission a été découverte 7 mois après sa disparition par hasard
par Otto Hahn et Lise Meitner en Allemagne. Mais il ne suffit pas de découvrir ou même d'envisager la fission pour penser la bombe atomique. Il faut en plus qu'il y ait des réactions en chaîne, et donc il faut savoir que lorsqu'il y a une fission, des neutrons qui provoquent la fission d'atomes sont eux-mêmes émis, qui peuvent engendrer d'autres fissions dans un processus explosif. Et ça a été le résultat d'une mesure expérimentale faite par Joliot-Curie à Paris, et aucun modèle théorique ne pouvait l'anticiper, même pas ceux de Majorana. D'autre part, il n'existe aucune note de Majorana, aucune lettre de lui, pour attester la prémonition qu'un tel phénomène physique fût à ses yeux possible. Et en outre, rien n'indique qu'il ait été par la suite obsédé par les effets possiblement délétères de la science. Et d'ailleurs, s'il était vrai qu'il a anticipé et redouté le dévoiement mortifère de la physique, comment expliquer qu'il a voulu intégrer l'université de Naples en 1937 pour y enseigner la physique nucléaire? Et donc, Majorana est un être admirable, évidemment, que j'admire comme tout le monde, mais c'est à mon avis abusivement qu'il a été mis dans la classe de ceux qui ont dit non. Alors, j'entame maintenant le deuxième moment de mon exposé, qui a à voir avec la physique. Et donc avec l'impossible, puisque j'ai essayé de relier la question de dire non à la question de l'impossible. Alors il y a une première remarque qui est évidente, c'est que les théories physiques, les théories classiques dont Marc a un peu parlé, les théories plus modernes comme la physique quantique, la relativité générale, ou d'autres théories qui sont à l'ébauche, s'appuient sur des principes, sur des lois, elles s'écrivent sous forme d'équations. Or un principe, en physique, c'est un énoncé qui dit non à ce qui le contredit. Et donc, un principe énonce en somme une impossibilité ou une interdiction. Je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. Ça, c'est un énoncé qu'on trouve dans le cadre de la relativité restreinte, qui est la façon relativiste d'exprimer le principe de causalité. Donc il s'exprime, ce principe, sous la forme d'une interdiction. Une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. Si on prend la physique classique, le principe d'inertie nous dit que la vitesse d'un corps ne peut pas varier si aucune force ne lui est appliquée. Et pour faire plaisir à Jérôme Ferrari, qui est parmi vous, on peut citer le principe de Heisenberg, qui dit qu'on ne peut pas connaître, avec une pression arbitraire, la vitesse et la position d'une particule. Donc tous les principes, ça sont des formulations qui disent non à quelque chose, qui énoncent en fait des impossibilités ou des interdictions. Ça, c'est le premier point qui est assez évident. Il y a un autre point qui d'ailleurs, si on le développait, permettrait de raconter pratiquement, en l'évoquant, toute l'histoire de la physique des particules, en montrant comment cette physique-là, la physique des particules, s'est construite autour d'un double principe qui est très simple. Premier élément du principe, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, c'est-à-dire si un processus n'est pas interdit par la théorie, ce processus doit se produire. Et s'il ne se produit pas, c'est que quelque chose l'interdit, et que donc la théorie qui le rendait possible n'est pas aussi complète qu'on le pensait. Deuxième élément du même principe, tout ce qui est impossible doit être mis en relation avec une loi, une règle ou un principe qui l'empêche d'être possible. Autrement dit, ce qui est impossible est ce qu'une loi rend impossible. En d'autres termes, si quelque chose, alors ce quelque chose ça peut être un événement, un processus, un phénomène, si quelque chose devrait pouvoir se produire dans le cadre d'une théorie en laquelle on a déjà acquis une certaine confiance, et si on démontre que ce quelque chose ne se produit pas, c'est que quelque chose qui n'est pas dans la théorie, ou bien qui est dans la théorie mais qui n'a pas été bien compris, le rend effectivement impossible. La physique des particules apparaît alors comme une sorte de danse, de dialectique entre le réel, le virtuel et l'impossible.
Et ceux d'entre vous qui assistent à ces rencontres chaque année se souviennent peut-être d'un exposé qui a été donné ici. Je ne me souviens plus de la date, mais elle est facile à retrouver, par un physicien théoricien qui s'appelle Jean Iliopoulos, qui était venu ici et qui avait fait un exposé dont j'ai oublié le titre, mais dans lequel il racontait comment, avec deux de ses collègues, l'un qui s'appelle Maiani, qui est italien, l'autre qui s'appelle Glashow, qui est américain, il avait prédit l'existence d'une nouvelle particule en invoquant les deux lois que je viens de rappeler. En fait, Jean Iliopoulos a prédit l'existence d'une particule qui s'appelle le quark charmé. Il l'a prédite en 69. Et cette particule a été découverte aux États-Unis grâce à deux accélérateurs différents en 1974. Et ça a constitué un événement majeur qu'on a appelé la révolution de novembre. Ça s'est passé au mois de novembre 1974. Alors je résume le propos qu'avait tenu ici Jean Iliopoulos. Il rappelait qu'au début des années 70, on connaissait une particule, on la connaît toujours d'ailleurs, qui s'appelle le kaon neutre. Kaon, ça s'écrit K-A-O-N. Et d'après la théorie qu'on avait pour décrire l'interaction nucléaire faible qui concerne cette particule, et d'après la théorie, cette particule, le kaon neutre, devait pouvoir se désintégrer en deux autres particules, en l'occurrence des muons. Et donc la théorie nous disait, le kaon neutre doit pouvoir se désintégrer en deux muons. Cette possibilité était prévue par la théorie, mais malgré d'intenses recherches, aucune observation, aucune mesure ne montrait cette désintégration. Et le raisonnement qu'a tenu Jean Iliopoulos et ses collègues, ça a été de dire, à l'issue d'un repas dont on m'a dit qu'il avait été très arrosé d'ailleurs, c'est que si cette désintégration n'est pas observée, c'est que contrairement à ce que dit la théorie, elle est impossible. Autrement dit, la théorie devrait dire non, ce n'est pas possible, ce qu'elle ne fait pas, donc il faut la corriger. Et donc ils ont complété la théorie. En fait, ils ont augmenté ce qu'on appelle son mobilier ontologique, c'est-à-dire l'ensemble des objets que la théorie considère comme existants, de telle sorte que la désintégration en question devienne effectivement impossible. Alors, techniquement, c'était assez joli. Vous savez qu'en physique quantique, ça a été rappelé à plusieurs reprises ici, en physique quantique, toutes les trajectoires possibles s'ajoutent entre elles, puisque cette physique est basée sur la règle de l'addition. Tous les chemins permettant d'aller d'un point A, l'état initial, à un point B, l'état final, s'ajoutent et interfèrent, et c'est leur résultante qui crée, si elle est non nulle, la possibilité effective d'aller du point initial, le point A, au point B. La théorie telle qu'elle était à l'époque disait que la résultante de tous les chemins envisageables devait nécessairement amener, en l'occurrence, à la désintégration des kaons neutres en muons. Et ce que s'est dit Iliopoulos, c'est qu'il manque des chemins. Il suffit d'ajouter des chemins qui ne sont pas prévus par la théorie pour que leur amplitude annule l'amplitude des chemins qui étaient déjà présents, de sorte que la résultante totale sera zéro, et donc la désintégration deviendra impossible. Et donc, pour expliquer que cette possibilité n'avait pas cours dans la réalité, et donc que cette possibilité était en réalité une impossibilité, les trois physiciens ont imaginé un chemin supplémentaire tel que sa prise en compte dans les calculs permettait de compenser l'effet de tous les autres chemins, donc d'annuler la résultante, de sorte que la dite désintégration devenait impossible. À ce chemin supplémentaire, ils ont associé une nouvelle particule, qu'ils ont baptisée le quark charmé, justement parce que son existence permettait d'annuler l'amplitude de probabilité de la désintégration du kaon neutre, comme par l'effet d'un charme, d'où le terme quark charmé. De par sa seule existence, comme par magie, le quark charmé postulé avant même que les autres quarks fussent découverts expérimentalement, rendait impossible ce qu'on avait pu croire possible, et même nécessaire au sens d'obligatoire. On change la théorie de telle sorte qu'elle finisse par dire non, non, en fait, ce n'est pas possible, après qu'on a constaté qu'un certain processus, bien qu'attendu,
ne se produit pas. Alors on pourrait continuer longtemps dans cette veine, car elle est très riche, mais plutôt que de faire ça, je préfère en revenir aux racines mêmes de la physique moderne et montrer comment ces racines ont à voir avec une certaine façon d'envisager l'impossible et donc une certaine façon de dire non. Alors, comme vous le savez, Galilée, j'en parle souvent, il a inventé beaucoup de choses, il a découvert beaucoup de choses, notamment il a inventé ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est-à-dire, il montre que si on prend une théorie en laquelle on a confiance, et si on regarde par la pensée, si on imagine des situations qu'on ne peut pas réaliser en observatoire, en laboratoire, mais qu'on peut imaginer, on regarde ce que la théorie prédit de ces situations, si on pouvait l'appliquer à ces situations. Et si l'implication qu'on constate est absurde, cela donnera un argument pour contester la théorie. Parce qu'elle conduirait dans certaines situations à des conclusions qui sont absurdes. Et à ma connaissance, je ne suis pas historien des sciences, mais à ma connaissance, la première expérience de pensée de la physique moderne est celle que Galilée met en scène dans la bouche de Salviati, l'un des personnages qui discute dans les discours concernant deux sciences nouvelles, un ouvrage de Galilée, et Salviati, dans cet ouvrage, le porte-parole de Galilée. Je cite, c'est à propos de la chute des corps. Salviati dit ceci: « S'il est vrai qu'une grande pierre se meut, par exemple, avec 8 degrés de vitesse et une plus petite avec 4 degrés, il s'ensuivra, si on les attache, vous voyez, c'est là que commence l'expérience de pensée, si on les attache, on imagine quelque chose, si on les attache, que l'ensemble se mouvra avec une vitesse inférieure à 8 degrés. Or, les deux pierres, une fois réunies, forment une pierre plus grande que celle qui se mouvait avec 8 degrés de vitesse, et que la plus grande se meut par conséquent moins vite que la plus petite, ce qui va contre votre supposition. Vous voyez donc comment, si vous supposez qu'un mobile plus grave se meut plus vite qu'un mobile moins grave, j'en conclus, de mon côté, qu'un mobile moins grave, plus grave, se meut moins vite. Autrement dit, dans cette expérience de pensée, Salviati démontre que si on suppose qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger, si on attache un corps lourd à un corps léger, on tombe sur une contradiction. Parce que le corps formé par les deux est plus lourd que le corps le plus lourd, donc il devrait tomber plus vite que le corps le plus lourd tout seul. Mais en même temps, le petit va freiner la chute du plus gros, de sorte que l'ensemble formé par le 2 va tomber moins vite que le plus lourd. Il y a une contradiction. La seule façon de résoudre cette contradiction, alors d'abord, ce que dit Galilée, en conclusion de cette discussion, c'est que la loi d'Aristote, bien que vraie en apparence, parce que quand on voit tomber des corps, on voit que les plus lourds tombent plus vite que les plus légers, bien que vraie en apparence, bien que conforme aux observations, cette loi, bien que vraie en apparence, n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'elle soit vraie, et donc il dit non à cette loi. D'accord ? Et ça, c'est, à mon avis, ce qui signe le début de la physique moderne, cette idée que les lois physiques sont des lois cachées, des lois qui ne se donnent pas directement en spectacle. Et d'ailleurs, on parlait d'anagramme tout à l'heure, l'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. Donc, ça veut dire que la loi de la chute des corps ne peut pas se déduire de l'observation de la chute de corps. Elle est cachée, et la vraie loi contredit l'observation, puisque la vraie loi dit que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Et ça, c'est sans doute le message principal de la révolution galiléenne. Alors je sais bien qu'entre les spécialistes d'histoire des sciences, il y a des querelles qui brouillent le regard rétrospectif que l'on peut porter sur cette révolution. Certains ont tendance à voir dans l'abandon de certaines questions spéculatives qu'elle recommande et dans la mathématisation de la description des phénomènes qu'elle préconise l'acte positif par excellence, un acte initial de renonciation et d'humilité qui a ouvert finalement des perspectives immenses. Galilée n'essaie pas de comprendre le pourquoi des choses, mais le comment des phénomènes. Et donc il renonce à toutes sortes de questions, il limite les ambitions de la physique. D'autres voient au contraire dans cette révolution un pari audacieux et ambitieux, une sorte d'acte de foi dans la possibilité d'expliquer réellement les phénomènes en profondeur,
au lieu de se contenter de les décrire de façon aussi satisfaisante que possible. D'autres encore considèrent que la révolution effectuée par Galilée a consisté à tourner les yeux vers la nature pour, et là je cite Ernst Mach, pour laisser modeler ses pensées par elle, au lieu de vouloir l'immobiliser dans les liens de ses préjugés. Fin de citation. D'autres, comme Kant, reconnaissent au contraire à des hommes comme Galilée le mérite d'avoir fait comprendre au monde scientifique que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans, et qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois immuables, qu'elle doit en somme obliger la nature à répondre à ces questions, et ne pas se laisser conduire, pour ainsi dire, en laisse par elle. Fin de citation. Mais à mon avis, celui qui a le mieux compris, ce que je viens d'expliquer à propos de la chute des corps, c'est un philosophe spécialiste de Galilée qui s'appelle Alexandre Koyré, qui dit ceci: le pari de la physique moderne, initié par Galilée, à rebours exact de celle d'Aristote, a consisté, en définitive, à faire le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Expliquer le réel par l'impossible. Et dans son ouvrage, Alexandre Koyré prend comme exemple le principe d'inertie, qui a été découvert par Galilée lui aussi. Principe d'inertie qui dit, je vous le rappelle, qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. Or, personne n'a jamais vu de mouvement inertiel. Donc, on explique l'amortissement des corps que nous observons en invoquant l'idéal d'un mouvement que nous n'avons jamais observé. Et c'est pourquoi la physique est si intéressante et si étonnante, c'est que toutes les lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation. Alors que souvent on nous apprend que la physique a pour but d'expliquer le réel empirique. En fait, elle l'explique par des lois qui contredisent l'observation, ou qui du moins obligent à réinterpréter l'observation. Et du coup, ce sont des lois qui, au premier abord en tout cas, nous semblent absurdes. Elles sont toutes contre-intuitives. Elles disent toutes non à l'intuition. Bachelard a théorisé ça dans un livre qui s'appelle « La philosophie du non ». C'est un ouvrage à lire. Autrement dit, pour saisir les lois physiques, il ne faut pas se fier à l'observation directe, en tout cas pas seulement à elle, mais il faut plutôt mettre sur pied une méthode permettant de les découvrir. Il faut inventer un moyen de trouer l'écran du sensible pour faire apparaître le plan intelligible qu'il recouvre. Et donc, on pourrait dire, plutôt résumer ce que je viens d'expliquer maladroitement, en disant que la physique moderne, c'est le contraire de l'alpinisme. Le physicien fait le pari qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible, tandis que l'alpiniste, s'il est de très haut niveau, fait le pari qu'on peut démontrer l'impossibilité de l'impossible par le réel. C'est-à-dire qu'il réalise des exploits a priori réputés impossibles, et cette impossibilité supposée se trouve du coup démentie par les faits qu'il réalise. Et donc il démontre l'impossibilité de l'impossible par le réel. Dernière remarque avant de vous laisser la parole. En physique, on ne sait jamais à l'avance ce à quoi on doit dire non. Ah oui, parce qu'il y a le réel dans l'affaire. Comme le but de la physique c'est de connaître le réel, elle ne peut pas dire qu'elle le connaît à l'avance, et donc elle ne peut pas dire à l'avance ce à quoi elle doit dire non. L'impossible n'est jamais connu d'avance. La physique nous demande d'accepter de penser contre les indications de nos sens, comme je le disais à l'instant, mais aussi, c'est une phrase de Bachelard, la physique nous demande aussi de penser contre nos propres cerveaux. Faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. Et c'est en même temps, il faut évidemment penser avec lui, parce que penser sans son cerveau, c'est quand même la garantie de ne pas aller bien loin. Alors Gaston Bachelard écrit, finalement, la philosophie de la physique est peut-être la seule philosophie
qui s'applique en déterminant un dépassement de ses principes. Bref, c'est la seule philosophie qui soit vraiment ouverte. C'est-à-dire, c'est la seule philosophie à laquelle il peut arriver que le réel lui dise non. Non, tu t'es trompé. C'est une philosophie qui est ouverte à la nouveauté, nouveauté qui peut être radicale et qui peut même montrer que ce qui avait été taxé d'impossible en fait ne l'est pas, et ce qui avait été taxé de possible en fait est impossible. L'intellect, c'est aussi une grande idée de Bachelard, ne se développe pas qu'à partir de lui-même. Il y a un en dehors de l'esprit, et cet en dehors de l'esprit, c'est le réel que les physiciens tentent justement de cerner, et qui, au gré de leur découverte, peut faire retour sur l'esprit, par exemple fermer des portes à ce qui était considéré comme possible, ou bien au contraire ouvrir des portes à ce qui était considéré comme impossible. Alors il y a un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps de le détailler, mais vous savez qu'Einstein considérait, à partir des années 25, 26, quand la mécanique quantique a commencé à bien se formaliser, Einstein pensait qu'il était impossible que la mécanique quantique pût être complète. C'est-à-dire, il pensait qu'elle était impossible qu'elle puisse nous dire tout ce que nous sommes en droit d'attendre que la réalité nous dise d'elle-même. Et en 1935, il a fait un article avec deux de ses collègues, Podolsky et Rosen, qui s'appelle l'article PR, qui est l'article le plus cité de l'histoire de la physique, dans lequel il fait savoir qu'à ses yeux, la théorie quantique est une théorie ingénieuse. Il loue sans la moindre réserve son efficacité opératoire, sa portée pratique, mais d'après lui, une théorie physique ne doit pas être jugée à l'aune de sa seule efficacité, elle doit également dépeindre les structures intimes du réel, tel qu'il existe indépendamment de nous. Or, à ses yeux, la physique quantique ne fait pas bien cela. Il formule plusieurs objections sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais pour vous les faire comprendre, imaginez, c'est une analogie, il ne faut pas la prendre trop au sérieux, mais ça permet de comprendre. Imaginez que vous trouviez un livre dans une bibliothèque publique et qu'au moment où vous voulez l'emprunter, vous entendez dire par le bibliothécaire que d'après le catalogue, la bibliothèque n'a aucune trace de cet ouvrage. Alors vous allez donner toutes les références du livre que vous avez vu dans les rayons, et toutes ces références indiquent que cet ouvrage fait vraiment partie du fond de la bibliothèque. Et si vous êtes Einstein, vous direz, monsieur, je suis désolé, mais votre catalogue est incomplet. J'ai vu le livre, il existe, il n'est pas dans le catalogue, donc ce catalogue est incomplet. Ça, c'est l'argument de Einstein pour dire la physique quantique est incomplète, les particules ont des propriétés que la physique quantique ne traduit pas. Donc il lui manque quelque chose. Et cet article d'Einstein et Podolsky-Rosen va semer le trouble et notamment va perturber pendant plusieurs journées, plusieurs nuits Niels Bohr, autre père fondateur de la physique quantique, qui va vivre plusieurs semaines dans une sorte de transe qui a été très bien racontée par sa femme. En fait, il n'a pas dormi quasiment pendant plusieurs semaines pour répondre à Einstein. C'est une réponse très confuse, d'ailleurs il l'admettra lui-même, il a écrit un texte incompréhensible. Mais pour reprendre l'analogie de la bibliothèque, si la personne qui voit le livre n'est pas Einstein, mais Niels Bohr, et se présente devant le bibliothécaire en donnant les références, voilà, je vous emprunter ce livre, je l'ai vu, il existe. Si le bibliothécaire dit à Niels Bohr, mais écoutez, ce livre n'est pas dans les registres, Niels Bohr n'insistera pas, il dira, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai eu une hallucination. D'accord ? Pour Niels Bohr, la physique quantique dit tout ce qu'on est en droit d'attendre du réel. Et si on pense que ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on attribue encore, parce qu'on a fait de la physique classique auparavant, des propriétés au réel qu'en fait le réel n'a pas. Et d'ailleurs c'est intéressant de parler du principe d'Heisenberg à ce propos, puisque dans tous les ouvrages de physique, dans les manuels, même dans les ouvrages de philosophie, on dit ceci:
le principe de Heisenberg nous dit, principe d'incertitude, que nous ne pouvons pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Donc c'est un principe qui énonce une impossibilité, et quand on entend cette phrase, on a l'impression que les particules sont des corpuscules qui ont une vitesse et une position bien déterminées, mais que la mécanique quantique nous empêche de les connaître. Alors ce que dit vraiment le principe d'Heisenberg, c'est qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. C'est-à-dire que ça n'est jamais un objet ayant une vitesse et une position bien déterminées. De sorte que si on ne peut pas les mesurer simultanément, ça n'est pas parce qu'il y a une limitation de notre pouvoir de connaître, c'est pas parce qu'il y a une incertitude intrinsèque au réel, c'est parce que la particule quantique n'a pas ses propriétés. Et donc vous voyez, on retrouve là dans l'énoncé du principe l'ambiguïté dont je parle entre la position de Bohr et d'Einstein. Soit la particule a des propriétés classiques, vitesse et position, et on ne peut pas les connaître, soit il faut admettre que la particule n'a pas ces propriétés, et qu'on s'était trompé en attribuant aux particules des propriétés qui n'existent que pour les objets classiques. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que ce débat entre Einstein et Bohr, qui était un débat épistémologique ou philosophique, en gros, Einstein disait, le but de la physique, c'est de décrire le réel, c'est de décrire ce qui est. Bohr disait, non, la réalité, c'est un concept métaphysique, le but de la physique, c'est pas de décrire ce qui est. Le but de la physique, c'est de comprendre notre interaction avec le réel. C'est pas le même but. Et en fait, pendant des années, ce débat, qui était un débat théorique, n'intéressait personne, puisque qu'on soit einsteinien ou qu'on soit bohrien, ça ne changeait rien à la manière de faire des calculs, ça ne changeait rien aux prédictions qu'on pouvait faire à partir des calculs de la physique quantique, et donc c'était perçu comme une discussion philosophique sans impact sur la physique elle-même. Après, c'est une longue histoire que je n'ai pas le temps de raconter, mais il y a un physicien du CERN qui s'appelle John Bell, en 1964, qui s'est dit, ça c'est un problème qu'il faut quand même élucider, et il s'est attaqué à ce problème. Il a montré que les points de vue d'Einstein et de Bohr, dans certaines situations, conduisent à des prédictions différentes. Et donc, c'est pas simplement un problème philosophique, c'est un problème de physique. C'est-à-dire, c'est une question qui peut être tranchée en laboratoire. Et c'est dans les années 80 que les premières expériences ont pu se faire, et on montrait clairement qu'on ne pouvait pas interpréter la mécanique quantique exactement dans le sens qu'Einstein avait anticipé, c'est-à-dire en rajoutant ce qu'on appelle des variables cachées locales. Peu importe la technique du truc, c'est une histoire passionnante évidemment, mais c'est juste pour montrer qu'il y a certaines questions philosophiques qui peuvent être tranchées en laboratoire. C'est-à-dire que l'impossible peut être mis à l'épreuve du réel. Et que si on prend au sérieux ces découvertes-là, alors ça permet de dire, c'est une expression qu'on doit à Maurice Merleau-Ponty dans un des cours qu'il a donné au Collège de France, c'est que la physique, à propos de certaines questions, permet de faire des découvertes philosophiques négatives. Ça ne veut pas dire que la physique peut coloniser la philosophie. Ça veut dire qu'à propos de certaines questions philosophiques très particulières, la physique peut apporter des arguments, des résultats expérimentaux, théoriques, qui viennent éclairer et peut-être contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. C'est-à-dire que la physique, sur certaines questions, a le pouvoir d'adresser à la philosophie un non respectueux. Non, ça, on ne peut plus le croire. On ne peut plus le penser. Et donc, il ne s'agit pas de dire finalement ce qu'on doit croire ou ce qu'on doit penser, mais il s'agit de dire sur certaines questions ce que l'on ne peut plus croire. Par exemple, je pense qu'il a été démontré de façon sûre que l'atome existe.
Alors très souvent, quand on dit l'atome existe, on a démontré qu'il existe, on loue la puissance intellectuelle des présocratiques, comme Démocrite, Leucippe, ou bien des latins comme Lucrèce et Épicure, qui n'étaient pas des présocratiques, mais enfin, on loue les philosophes de l'Antiquité qui ont eu l'intuition intellectuelle de l'atome. Et on dit, ben voilà, ils ont pensé ça il y a 2500 ans, et puis grâce aux travaux d'Einstein et aux expériences de Jean Perrin, on a fini par démontrer que l'atome existe. Oui, sauf que l'atome de Lucrèce ou d'Épicure est un objet qui n'existe pas, et on l'a démontré. D'accord ? Ce qu'on appelle l'atome aujourd'hui n'a rien à voir avec l'atome des Grecs. Et d'ailleurs, il n'a aucune des propriétés que les Grecs ou les Latins attribuaient aux atomes. À commencer par le fait qu'il n'est pas atomique. Il n'est pas insécable. Donc l'atome des physiciens échappe à l'étymologie du mot atome, et c'est donc un objet, l'atome, qui n'a été préalablement pensé par personne. Et donc, mettre une trajectoire intellectuelle qui relierait l'atome des Grecs à l'atome des physiciens, c'est un sacré raccourci. En fait, les physiciens ont démontré que l'atome des Grecs n'existe pas. Alors, c'est pas du tout pour se moquer de Lucrèce et des autres que je dis ça, ils étaient absolument géniaux, c'est pas ça la question. C'est juste pour montrer que les choses qui n'existent pas pour rien. Voilà. C'est-à-dire que l'atome des Grecs n'existe pas, mais il a été très important dans l'histoire des idées que cet atome soit envisagé. Puisque ça a déclenché tout un questionnement qui, quelques millénaires après, a abouti aux conclusions que je viens de rapidement énoncer. Alors, j'ai dit tout à l'heure que, et ça sera ma conclusion, que l'expression découverte philosophique négative est une expression qu'on doit à Maurice Merleau-Ponty dans un cours qu'il a donné au Collège de France en 1964. Mais en fait, si on fait des recherches, on s'aperçoit que cette expression se trouvait déjà sous la plume de deux des pères fondateurs de la physique quantique, qui s'appellent Fritz London et Edmond Bauer. Et ces deux physiciens ont écrit un article en 1939 sur la physique quantique et sur le fait que la physique quantique, qui à l'époque était déjà bien mûre, change la donne philosophique à propos de l'accessibilité du réel. Ils ont écrit un article qui s'intitule « La théorie de l'observation en mécanique quantique ». Et je terminerai en citant les dernières phrases de cet article qui est magnifique. Voilà ce qu'ils disent. La physique, en tant que science empirique, ne peut pas aborder les problèmes philosophiques en toute généralité. Elle se contente de se servir de concepts philosophiques suffisants à ses besoins, mais parfois, elle peut se rendre compte que certains des concepts qui lui ont servi ne lui sont nullement nécessaires, qu'ils contiennent des éléments inutiles et même incorrects, véritables obstacles au progrès. Si l'on peut contester qu'il soit possible de fonder des vérités philosophiques par les méthodes des physiciens, il n'est sûrement pas hors de leur compétence de mettre en évidence que certaines affirmations qui prétendent à une validité philosophique n'en ont pas en vérité. Et parfois, ces découvertes philosophiques négatives, c'est laquelle expression, des physiciens, ne sont pas moins importantes ni moins révolutionnaires pour la philosophie que les découvertes des philosophes professionnels. Fin de citation. Je vous remercie pour votre attention.